En décembre, c'est le Marathon du Don de Radio Courtoisie. Qu'est-ce que c'est que le Marathon du Don ? Le Marathon du Don, c'est la grande collecte de fonds que nous organisons chaque année au mois de décembre. Parce que c'est la dernière chance pour les auditeurs qui n'ont pas encore fait de dons de défiscaliser utilement, symboliquement, s'ils n'ont pas envie que leur argent serve à financer l'immigration illégale ou les politiques transgenres, eh bien, ils peuvent donner une partie de leur argent à Radio Courtoisie et la déduire de leurs impôts à hauteur de 66%. Et en plus de ça, nous avons un mécène très généreux qui, depuis 2 ans, chaque fin d'année, nous promet de doubler les dons au mois de décembre. C'est-à-dire que si vous donnez 50 €, eh bien nous en recevrons 100, et à vous, il ne vous en coûtera qu'à peu près 18. C'est pourquoi je vous demande de nous soutenir pour ce marathon du don. Donnez-nous les moyens de défendre vos idées. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr. Ligne à droite. Le grand entretien, Marie Falicon. Bonjour Marie. Votre coiffeur, bonjour. Bonjour chers auditeurs. Depuis le passage du cyclone Chido, Mayotte, le 101e département français, est dévasté. Ce matin, nous avons la joie de recevoir le maire de Mamoudzou, le chef-lieu de l'île. Il est en direct avec nous pour une dizaine de minutes. Bonjour monsieur le maire. Bonjour à tous. Merci d'être sur notre antenne ce matin. Abdelwahidou Soumaïla, un vent d'une intensité exceptionnelle a frappé Mayotte. Le dernier bilan provisoire faisait état hier soir de 31 morts. Est-ce que nous arriverons dans les prochains jours à avoir des chiffres définitifs là-dessus ? Définitif, je ne sais pas. Répondre à cette question-là tout de suite, pourquoi ? Parce que, du moins dans les prochains jours, parce qu'il y a un grand travail qui reste encore à faire, c'est d'aller arpenter les hauteurs de Mamoudzou et un certain nombre de territoires de Mayotte pour fouiller dans les décombres, les amas de tôle, pour voir naturellement s'il y a d'éventuels survivants, voire récupérer des corps. Une mission de recherche des morts, justement, a été mise en place. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, principalement. Oui, parce que ça fait pratiquement bientôt une semaine que nous vivons cette grave crise exceptionnelle dans sa forme. Et ça veut dire que s'il y a des corps dans les décombres, forcément il va commencer à y avoir des décompositions et donc une autre crise qui pourrait survenir, une crise de santé publique. Ouais, une crise sanitaire derrière la crise humanitaire. Pour préciser pour nos auditeurs sur cette crise, justement sur ce bilan humain, pour l'instant, au-delà des morts, on constate 45 blessés en urgence absolue et 1373 blessés en urgence relative selon les mots du ministère de l'Intérieur. Au niveau des dégâts matériels à Mayotte, à quoi ressemble l'île aujourd'hui depuis le passage du cyclone, depuis une semaine presque maintenant ? Un territoire totalement dévasté. On est sur un territoire sans eau, un territoire sans électricité, un territoire sans nourriture, un territoire sans accès ni de communication. Là, vous avez la chance de m'avoir en communication parce que nous avons un groupe électrogène, heureusement, qui a résisté et qui n'a pas été endommagé, ce qui nous permet de mettre un peu de gasoil et pouvoir continuer, soit à la fois permettre de continuer à avoir de la connexion, donc à être en contact avec nos concitoyens, ceux qui sont ici ou ceux qui sont à l'extérieur, qui souhaitent avoir des nouvelles de leurs proches, mais également ne serait-ce qu'avoir un peu d'électricité pour que les familles viennent à l'hôtel de ville ici pour ne serait-ce que recharger leur téléphone. Voilà. Oui. Donc, un territoire sans toit, parce que, comme vous le savez, au-delà des bidonvilles totalement rasés, c'est beaucoup de maisons d'habitation aujourd'hui qui ne sont pas exploitables. C'est des écoles, on devait faire la rentrée scolaire le 13 janvier prochain. À l'heure où je vous parle, une mission de diagnostic est en train d'être faite par les architectes de France qui sont là pour voir dans quelle mesure les écoles, parce que moi, comme j'ai indiqué à mes services, on ne prendra aucun risque. Même si une école a résisté, il va falloir qu'on vérifie sa solidité avant d'accueillir des enfants à l'intérieur, parce qu'une école qui a des chocs,
ça peut très vite être un désastre. Et moi, j'ai pas envie de rajouter du désastre au désastre. Donc, des écoles éventrées, des maisons d'habitation où les toits sont tous partis. Donc, aujourd'hui, alors je vous parle, 90% du territoire de Mamoudzou n'est plus exploitable. 90% du territoire de Mamoudzou n'est plus exploitable. On l'a compris, le système éducatif il est largement touché. Vous avez parlé des habitations aujourd'hui. Comment se passe l'accueil des milliers de sinistrés, justement? Où est-ce qu'ils logent, tous ces gens qui n'ont aujourd'hui plus de toit? Exactement. Nous avons, depuis le début de cette crise, accueilli 12 500 personnes sur une vingtaine. Sont là, sont en train de... Nous les accompagnons pour à la fois leur donner un peu d'eau, un peu de nourriture, notamment les personnes les plus fragiles, les enfants et les personnes, notamment les femmes enceintes. Et il nous arrive même, avec le soutien des infirmiers et infirmières, de faire accoucher des femmes. Donc, depuis le début de cette crise, 2 femmes ont déjà accouché dans nos centres d'hébergement d'urgence. Donc voilà, on s'organise avec les moyens du bord. La connexion est un peu difficile, je précise pour nos auditeurs. En même temps, l'électricité en ce moment à Mayotte est très compliquée d'accès. Donc je reprécise pour nos auditeurs, on est avec le maire de Mamoudzou, donc le chef-lieu de Mayotte, Amdil Waedou Soumaïla. On continue cette émission. Donc monsieur le maire, on parle d'une course contre la montre avec donc plusieurs urgences. On a parlé des urgences évidemment humanitaires. Il y a des premières évacuations de patients vers l'île voisine de la Réunion. Ça c'est le ministère de l'Intérieur notamment qui a réussi à le mettre en place, si je ne m'abuse. En parallèle, vous avez évoqué aussi les urgences sanitaires avec le risque de contamination, avec les corps qui peuvent se décomposer et les résurgences d'épidémies. Vous en avez traversé ces derniers mois, on se rappelle de l'épidémie de choléra. Et puis il y a cette autre urgence dont on peut parler, c'est l'urgence évidemment sécuritaire qui justifie d'ailleurs la mise en place d'un couvre-feu ces 2 derniers jours à Mayotte. Concrètement, niveau sécuritaire, qu'est-ce que c'est le risque? Qu'est-ce que c'est votre point de préoccupation? Le risque, il est là. Raison pour laquelle la préfecture, le préfet, à la demande du ministre de l'Intérieur, a mis en place depuis 24 heures un couvre-feu. Oui, parce qu'il y a souvent, et on le voit partout, chaque fois qu'il y a des phénomènes d'une gravité comme celui qu'on vient de subir, il y a toujours quelques voyous qui profitent de la situation pour aller piller, dépouiller des gens, voler des tôles, voler de la nourriture. Donc voilà, donc agresser des gens gratuitement parce que comme vous savez, à partir de 18 heures, c'est le noir total sur l'ensemble du territoire. Quelques poches dans certains quartiers où depuis hier l'électricité commence à revenir, mais ça reste encore très 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 marginal, c'est 1 ou 2% du territoire de la commune de Mamoudzou, donc où les réseaux étaient enterrés, n'ont pas été endommagés, qui permettent de recevoir un peu d'électricité, mais encore une fois, ça reste 5% de l'ensemble du territoire de la ville. Donc, c'est des situations qui favorisent des phénomènes de délinquance, de pillage, d'agression. Oui, nous avons demandé à ce que un renfort de policiers, de gendarmes puisse être déployé pour éviter et surtout sécuriser et les personnes et les biens. Dans ce que vous dites, c'est effectivement, on pense à tout ce qui a pu se passer avant, c'est-à-dire à la fois les coupeurs de route et puis toute cette submersion migratoire qui a créé cette criminalité presque hors norme à Mayotte. Est-ce que vous trouvez que la métropole et nos ministres sont à la hauteur de tous ces enjeux aujourd'hui pour Mayotte? Les enjeux, ils sont connus. L'ensemble des gouvernements, depuis une quinzaine d'années maintenant, connaissent. Il y a eu les missions parlementaires qui sont arrivées. Il y a eu la Chambre régionale des comptes. Il y a eu la Cour de comptes. Tout le monde est passé. Tout le monde a les rapports. Tout le monde connaît ce qui se passe sur le territoire. Maintenant que cette énième catastrophe est arrivée, nous rappeler qu'il est urgent de s'occuper de ce territoire, de ce bout de France, de l'océan Indien. J'espère que tous, collectivement, à commencer par l'État, par le président de la République qui arrive tout à l'heure, nous serons tous à la hauteur de la reconstruction qui doit débuter après cette catastrophe naturelle qui vient d'arriver sur ce territoire. Et ça, c'est notre message fort. Nous demandons et nous espérons, au-delà de la solidarité nationale qui a été exprimée, et c'est important que la communauté nationale puisse exprimer leur soutien à l'ensemble des Mahoraises et Mahorais, mais il est aussi important que nous puissions derrière
poser les actes et les actes forts. Parmi les actes forts que nous demandons et que nous allons demander au premier des Français, j'ai nommé le président de la République, c'est qu'il soit décrété l'interdiction totale de construire des bidonvilles à Mayotte. Parce que tout à l'heure, effectivement, dans un instant, vous retrouverez Monsieur le maire Emmanuel Macron qui vient d'arriver à Mayotte. C'est ça que vous allez lui dire principalement, c'est que il n'y a pas seulement le temps court de la reconstruction, le temps court de lutter contre avec le couvre-feu contre le pillage de ces habitations, mais il y a aussi évidemment ce temps moyen, ce temps long, qui est de mettre fin définitivement à la violence et à la submersion migratoire. Ça, vous y croyez ? En tout cas, nous le dirons. Nous pensons et nous croyons fortement que la 6e puissance mondiale, que la 2e puissance économique de l'Europe est en capacité d'éradiquer définitivement sur 374 km², 300 000 habitants, on est en capacité de les protéger, de les construire et voire de les reconstruire. Donc oui, nous pensons et nous allons demander à ce que toute la solidarité nationale puisse jouer pleinement, puisse prendre son rôle, parce que après l'émotion, il va falloir reconstruire, et la reconstruction ne pourra passer que par l'interdiction d'abord des bidonvilles et par la suite se dire comment on redessine Mayotte des prochaines 40 années. Merci beaucoup Mdilouadou Soumeila pour ce témoignage, pour ce message d'alerte. Vous êtes évidemment maire de Mamoudzou et vous avez encore un long chantier qui vous attend. Vous allez rencontrer dans quelques minutes Emmanuel Macron. Bon courage et puis donnez-nous des nouvelles. À bientôt. Et on continue notre grand entretien sur Mayotte. Mayotte toujours en état de dévastation depuis le passage du cyclone Chido le week-end dernier. Les derniers chiffres provisoires transmis hier par le ministère de l'Intérieur donnent à 31 le nombre de morts constatés, 45 blessés en urgence absolue et 1373 en urgence relative. Le préfet a mis en place une mission de recherche des corps pour continuer à découvrir les nombreux blessés et les nombreux morts sur l'île. Au total, Beauvau estime à 70% les habitants de l'île gravement touchés. Notre invité pour en parler ce matin, après le maire de Mamoudzou, après Mdilouadou Soumeila, est André Rouget. Vous le connaissez parce qu'il est député européen. Il est référent à l'outre-mer du Rassemblement national. Il est avec nous dans un petit instant. Je crois qu'il y a un problème de micro. On est là dans un instant pour en parler, évidemment. On l'a souvent reçu pour parler de tous ces sujets ultramarins qui sont primordiaux. La connexion devrait s'établir. Alors, est-ce que vous pourriez ouvrir votre micro, monsieur le député, si vous nous entendez ? Je crois qu'il faut faire ça. Je vous laisse l'ouvrir et puis dès que c'est bon, vous serez en direct à l'antenne. Est-ce que c'est bon pour vous ? Bonjour, monsieur le député, vous m'entendez ? Bonjour à tous vos auditeurs. Un grand merci d'être chez nous ce matin, monsieur le député. Donc André Rouget, vous venez d'entendre le maire de Mamoudzou, Mdilouadou Soumeila, à notre antenne. On comprend l'ampleur des dégâts. On comprend que les urgences sont nombreuses et parmi celles-ci, donc il y a non seulement la dimension humanitaire, matérielle, sanitaire, avec le risque de nouvelles épidémies, mais aussi sécuritaire et sociale. Pour vous, que présage ce chaos généralisé pour le 101e département français ? Écoutez, avant toute chose, depuis plusieurs jours, je multiplie les messages envers nos compatriotes de Mayotte pour leur faire part, bien évidemment, de toute notre solidarité, toute notre compassion et de toute notre affection. Vous l'avez souligné, c'est un territoire que je connais bien depuis de très nombreuses années, où je me suis très souvent rendu sur place. J'ai vu son évolution très négative. J'ai vu ce territoire basculer dans le chaos migratoire, dans le chaos sécuritaire et aujourd'hui le chaos climatique. Et ces deux premiers sujets évoqués, la pression migratoire et sécuritaire, ne sont malheureusement pas sans conséquences sur ce qui se passe aujourd'hui avec le cyclone Chido, puisque les bidonvilles n'ont pas été évacués et ils ont été complètement balayés par
le cyclone, et tous ces bidonvilles sont autant de tombeaux pour les habitants qui y étaient. Parce que vous imaginez, moi, tous les témoignages que j'ai eus d'amis sur place qui étaient logés dans des bâtiments en dur me disent qu'ils sont à la rue, que leurs toits ont été arrachés. Donc, imaginez la puissance de ce cyclone sur les bidonvilles. Ça veut dire que les tôles se sont envolées, se transformant en autant de lames de guillotine qu'il peut y avoir de tôles. Et malheureusement, je crains que le préfet Bieuville n'ait eu raison lorsqu'il a parlé de centaines, voire de milliers de morts dans le bilan que nous serons amenés à effectuer. Ce que vous nous dites, c'est que c'est effectivement aujourd'hui un cimetière à ciel ouvert d'une certaine manière. Les bidonvilles de Mayotte, vous venez d'en parler, donc ont été rasés par les vents violents. Et c'est finalement ce que les deux opérations Wambushu n'avaient entre guillemets pas réussi à faire, le décasage des bidonvilles. Aujourd'hui, est-ce que ce désastre climatique, pour rester sur l'immigration un instant, pourrait contribuer à réduire les flux migratoires, c'est-à-dire à dissuader les très nombreux clandestins de continuer d'affluer après avoir été tant frappés? Est-ce que Mayotte sera toujours, on va dire, une destination qui donnerait envie aux Comoriens, aux Africains de venir? Écoutez, je pense que c'est pas forcément le moment d'aborder ce sujet. Il faut rester dans la décence. Il y a certainement des centaines et des milliers de pauvres gens qui sont décédés, dont nous allons retrouver les corps vraisemblablement dans les décombres de ces bidonvilles. Comme j'ai été amené à le dire à une de vos consoeurs, on va pas commencer à faire le tri entre les bonnes et les mauvaises victimes. Mais personne ne s'en réjouit. Il faut faire preuve d'humanité et la priorité, c'est l'aide. C'est l'aide à ce territoire qui était déjà abandonné depuis près de 20 ans et qui paye le prix fort de cet abandon. J'ai régulièrement au téléphone, autant que faire se peut, tant les communications téléphoniques sont mauvaises, ma collègue députée à l'Assemblée nationale en Chiabanak qui est sur place, et elle me dit, mais tu peux pas imaginer, ici tout est détruit, tout, absolument tout est détruit. Il n'y a plus d'électricité, le carburant est rationné, nous n'avons plus d'eau à boire. Alors Dieu merci, je sais que des vivres arrivent aujourd'hui, ont commencé à arriver. Il n'y aura pas grand Dieu merci, pas de pénurie d'eau, mais la priorité, elle est à l'aide. Elle est à l'aide qu'il faut acheminer le plus rapidement possible. Les maires du Rassemblement national ont commencé à organiser des collectes. Nous avons de la même façon commencé des collectes de vivres, de vêtements dans toutes les fédérations de France métropolitaine et d'outre-mer du Rassemblement national, de façon à pouvoir venir en aide de la façon la plus concrète et le plus rapidement possible à nos amis de Mayotte. Et vous avez justement, vous, alerté en votre qualité de député européen sur cette situation de Mayotte, évidemment au nom du groupe Patriotes pour l'Europe, dans lequel vous siégez avec le Rassemblement national. André Rouget, au niveau de cette aide justement dont vous parlez, quel devrait être le rôle des instances européennes? Est-ce qu'elles ont un rôle à jouer là-dedans? Alors, écoutez, nous avons, avec Marine Le Pen, largement anticipé les choses, puisque dès dimanche, je lui ai transmis une note sur un processus que nous avons voté au Parlement européen pas plus tard qu'avant-hier, qui permet une certaine flexibilité aux institutions européennes pour aller puiser dans les fonds européens, notamment le FEDER. Et donc Marine Le Pen a laissé cette note à François Bayrou de façon à ce qu'il puisse activer la demande auprès de la Commission européenne le plus rapidement possible, ce qui n'est que, je le rappelle, que la chose la plus naturelle qui soit, puisque l'argent de la Commission européenne est notre argent, c'est l'argent des Français. Je le rappelle au passage, puisque la France est deuxième contributrice à hauteur de 27 milliards
qu'elle verse chaque année à l'Union européenne. Et puis, bien évidemment, je suis intervenu à plusieurs reprises durant cette session pour demander à la Commission de faire preuve de solidarité, de déclencher les aides d'urgence. Le commissaire Raphaël Fitto, avec lequel je me suis longuement entretenu, et dans l'hémicycle et ensuite à l'extérieur, en tête à tête, m'a expliqué que bien évidemment, il faut que le gouvernement français effectue la demande pour que l'aide soit déclenchée. Et j'ai vu aussi l'éventualité d'organiser une mission de députés français au Parlement européen, toutes tendances confondues, parce que je pense qu'il y a des moments où l'intérêt général doit primer et qu'il faut savoir mettre son mouchoir par-dessus son étiquette politique pour que nous puissions nous rendre sur place et peut-être fin janvier, début février, et faire en sorte, autant que faire se peut, d'accélérer justement le processus de déblocage de ces fonds européens. Vous attendez donc évidemment avec Marine Le Pen, on l'aura compris, une réponse de l'actuel Premier ministre François Bayrou. Au moment où nous parlons, Emmanuel Macron arrive à Mayotte avec, je cite, 4 tonnes d'aide ainsi que des secouristes. Qu'est-ce que vous attendez du président de la République pour ce territoire d'outre-mer? Est-ce qu'il est à la hauteur des enjeux aujourd'hui? Alors, j'apporte une précision, c'est que la réponse du Premier ministre, nous l'avons déjà eue, puisqu'il a, lors de la séance des questions au gouvernement, clairement exprimé le fait qu'il allait activer le processus Restore, qui est précisément la procédure que j'ai évoquée. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et pour laquelle Marine Le Pen lui a donné une note. Donc il a bien entendu le message transmis par Marine Le Pen et a répondu lors de la séance des questions au gouvernement. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Qu'attendre du président de la République au bout de 7 ans, je pense que l'intégralité des Français n'attend plus grand-chose d'Emmanuel Macron, et les Mahorais encore moins. Vous savez, il était venu en octobre 2017 à Mayotte, à grand renfort de déclarations. Mayotte, c'est la France, nous ne vous abandonnerons pas, on ne va pas vous laisser tomber. Et il avait fait la promesse que les premiers coups de pioche de l'allongement de la piste aérienne seraient donnés avant la fin de son premier mandat. Et ces premiers coups de pioche, les Mahorais les attendent toujours. Donc, ils sont malheureusement un peu vaccinés des propos du président de la République qui va venir faire des déclarations qui seront perçues comme étant incantatoires sur place. Au-delà des aides d'urgence, donc on pense évidemment à ce temps court, les secours, évidemment le déblaiement, la reconstruction qui va commencer. On pense aussi au temps long. Tout à l'heure, on parlait avec le maire de Mamoudzou du système éducatif qui a payé un très lourd tribut. On dit que les 221 écoles, 22 collèges et 11 lycées de l'archipel sont tous impactés. Ça, ce sont les mots du ministère de l'Éducation nationale. Il y a aussi ce défi de se redresser économiquement pour Mayotte, économiquement et socialement après ce désastre. Ça, est-ce que vous pensez que c'est possible, c'est-à-dire si on peut parler de l'avenir de Mayotte? Vous me dites que les 221 scolaires sont affectés. Je vous crois volontiers, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, Anchia Bamana m'a dit que tout, absolument tout est détruit. Tout est détruit, y compris les logements en dur. Alors, écoutez, la France est un grand pays, Dieu merci, et ce n'est pas la première fois, malheureusement, qu'elle a à faire face à ce genre de phénomène climatique. Notamment, par le passé, elle a été confrontée à des phénomènes analogues, notamment aux Antilles, en 1989 en Guadeloupe avec le cyclone Hugo, plus près de nous le cyclone Irma à Saint-Martin,
et la France est toujours parvenue à redresser ses territoires. J'ajoute que, comme vous le savez, en ma qualité de président des Horaces, j'ai demandé à mon groupe chargé de l'outre-mer de réfléchir à un plan de reconstruction de façon à ce qu'on puisse apporter notre pierre à l'édifice et le présenter dans le courant du premier trimestre. Est-ce que vous avez déjà des pistes dont vous voulez nous parler justement là-dessus avec le groupe des Horaces ? Écoutez, non, là pour l'instant on en est vraiment au début, au fond. De la feuille blanche et nous allons nous mettre au travail de la façon, espérons, la plus efficace, le plus rapidement possible. Aujourd'hui, les secours, les renforts, tout s'organise depuis la Réunion qui est voisine. Juste pour qu'on comprenne bien les raisons de ce dévaste à Mayotte, comment ça se fait que Mayotte soit finalement rassemble toutes les crises là-bas. Vous avez dit la crise de l'eau, la crise sanitaire avec les épidémies, la crise migratoire qui explose. Il y a toutes ces crises. Et puis à côté la Réunion, c'est vrai qu'on n'a pas forcément cette image-là. Vous êtes référent du Rassemblement national aux Outre-mer. Vous connaissez bien aussi la Réunion. Comment est-ce qu'on explique ce décalage entre ces deux îles voisines ? Alors d'abord, elles ne sont pas si voisines que ça. Elles ont pour point commun d'être toutes les deux situées dans l'océan Indien. Il y a l'île de Madagascar qui les sépare. Mayotte, qui fait partie de l'archipel des Comores, était dans le canal du Mozambique, au débouché du cap de Bonne-Espérance. Et l'île de la Réunion est beaucoup plus au sud-est, dans l'océan Indien. Alors, il est vrai que l'île de la Réunion est dans une bulle privilégié en ce moment. C'est un département français relativement épargné par toutes ces crises. Et j'aurais même tendance à dire que l'île de la Réunion est même encore plus épargnée que beaucoup de départements de l'Hexagone. Oui, effectivement, c'est vrai que parfois certains disent que c'est pas forcément mieux dans certains départements français. Il y a une immigration sri-lankaise, mais qui est marginale, de quelques centaines d'individus qui accostent régulièrement à l'île de la Réunion et qui, dans leur quasi-majorité, font l'objet de reconduites à la frontière. Une criminalité bien en deçà de celle que connaissent les autres départements d'outre-mer, qui sont malheureusement en tête du top 10 des départements les plus criminogènes de France, puisque la Guyane, la Guadeloupe et la Martinique sont en tête du trio. Bon, alors, comme partout ailleurs, il y a les problèmes sociaux d'emploi, de chômage des jeunes. Vous savez, tant qu'il n'y aura pas une vraie vision pour la France des Outre-mer, une vision à 20, 30 ans, puisque vous savez, Bonaparte disait la politique, c'est voir large et loin. Tant qu'il n'y aura pas cette vision à court, moyen et long terme, et qu'il n'y aura pas un ministre d'État qui fera voter une grande loi-programme, on continuera, comme le font les gouvernements successifs depuis 20 ans, à coller des rustines sur les chambres à air. Bon, on espère que vous serez entendu parce que la situation l'exige en tout cas. Donc merci André Rouget pour ces explications. Malheureusement, on arrive à la fin de cette émission. Vous êtes évidemment député européen, référent du RN à l'Outre-mer et président des Horaces. Merci encore et puis on continuera de suivre évidemment ce dossier avec vous et puis avec votre collègue Anchia Bamana. À très bientôt.